Un fils. Des contes de la Bécasse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Les contes de la Bécasse de Guy de Maupassant. Un fils. À René Mézeroy. Ils se promenaient, les deux vieux amis, dans le jardin tout fleuri où le gai printemps remuait de la vie. L'un était sénateur et l'autre de l'Académie française, graves tous deux, pleins de raisonnements très logiques mais solennels, gens de marque et de réputation. Ils parlotèrent d'abord de politique, échangeant des pensées non pas sur des idées mais sur des hommes, les personnalités, en cette matière, primant toujours la raison. Puis ils soulevèrent quelques souvenirs. Puis ils se turent, continuant à marcher côte à côte, tout amollis par la tiédeur de l'air. Une grande corbeille de ravenelles exhalait des souffles sucrés et délicats. Un tas de fleurs de toutes races et de toutes nuances jetaient leurs odeurs dans la brise, tandis qu'un faux ébénier, vêtu de grappes jaunes, éparpillait au vent sa fine poussière, une fumée d'or qui sentait le miel et qui portait, pareille aux poudres caressantes des parfumeurs, sa semence embaumée à travers l'espace. Le sénateur s'arrêta, huma le nuage fécondant qui flottait, considéra l'arbre amoureux resplendissant comme un soleil et dont les germes s'envolaient, et il dit: quand on songe que ces imperceptibles atomes qui sentent bon vont créer des existences à des centaines de lieues d'ici, vont faire tressaillir les fibres et les sèves d'arbres femelles et produire des êtres à racines, naissant d'un germe comme nous, mortels comme nous, et qui seront remplacés par d'autres êtres de même essence, comme nous toujours. Puis, plantés devant les beignets radieux, dont les parfums vivifiants se détachaient à tous les frissons de l'air, monsieur le sénateur ajouta: ah, mon gaillard, s'il te fallait faire le compte de tes enfants, tu serais bigrement embarrassé. En voilà un qui les exécute facilement et qui les lâche sans remords et qui ne s'en inquiète guère. L'académicien ajouta: nous en faisons autant, mon ami. Le sénateur reprit: oui, je ne le nie pas, nous les lâchons quelquefois, mais nous le savons au moins, et cela constitue notre supériorité. Mais l'autre secoua la tête. Non, ce n'est pas là ce que je veux dire. Voyez-vous, mon cher, il n'est guère d'homme qui ne possède des enfants ignorés. Ces enfants dits de père inconnu, qu'il a fait, comme cet arbre reproduit, presque inconsciemment. S'il fallait établir le compte des femmes que nous avons eues, nous serions, n'est-ce pas, aussi embarrassés que cet ébénier que vous interpelliez le serait pour numéroter ses descendants. De 18 à 40 ans enfin, en faisant entrer en ligne les rencontres passagères, les contacts d'une heure, on peut bien admettre que nous avons eu des rapports intimes avec 200 ou 300 femmes. Eh bien, mon ami, dans ce nombre, êtes-vous sûr que vous n'en ayez pas fécondé au moins une et que vous ne possédiez point, sur le pavé ou au bagne, un chenapan de fils qui vole et assassine les honnêtes gens, c'est-à-dire nous? Ou bien une fille dans quelque mauvais lieu, ou peut-être, si elle a eu la chance d'être abandonnée par sa mère, cuisinière en quelque famille? Songez en outre que presque toutes les femmes que nous appelons publiques possèdent un ou deux enfants dont elles ignorent le père, enfants attrapés dans le hasard de leurs étreintes à 10 ou 20 francs. Dans tout métier on fait la part des profits et pertes. Ces rejetons-là constituent les pertes de leur profession. Quels sont les générateurs? Vous, moi, nous tous, les hommes dits comme il faut. Ce sont les résultats de nos joyeux dîners d'amis, de nos soirs de gaieté, de ces heures où notre chair contente
nous pousse aux accouplements d'aventure. Les voleurs, les rôdeurs, tous les misérables, enfin, sont nos enfants. Et cela vaut encore mieux pour nous que si nous étions les leurs, car ils reproduisent aussi ces gredins-là. Tenez, j'ai pour ma part sur la conscience une très vilaine histoire que je veux vous dire. C'est pour moi un remords incessant. Plus que cela, c'est un doute continuel, une inapaisable incertitude qui, parfois, me torture horriblement. À l'âge de 25 ans, j'avais entrepris avec un de mes amis, aujourd'hui conseiller d'État, un voyage en Bretagne, à pied. Après 15 ou 20 jours de marche forcenée, après avoir visité les côtes du Nord et une partie du Finistère, nous arrivions à Douarnenez. De là, en une étape, on gagna la sauvage pointe du Raz, par la baie des Trépassés, et on coucha dans un village quelconque dont le nom finissait en off. Mais, le matin venu, une fatigue étrange retint au lit mon camarade. Je dis au lit par habitude, car notre couche se composait simplement de 2 bottes de paille. Impossible d'être malade en ce lieu. Je le forçai donc à se lever, et nous parvînmes à Audierne, vers 4 ou 5 heures du soir. Le lendemain, il allait un peu mieux. On repartit. Mais en route, il fut pris de malaises intolérables, et c'est à grand-peine que nous pûmes atteindre Pont-l'Abbé. Là, au moins, nous avions une auberge. Mon ami se coucha, et le médecin, qu'on fit venir de Quimper, constata une forte fièvre, sans en déterminer la nature. Connaissez-vous Pont-l'Abbé? Non. Eh bien, c'est la ville la plus bretonne de toute cette Bretagne bretonnante, qui va de la pointe du Raz au Morbihan, de cette contrée qui contient l'essence des mœurs, des légendes, des coutumes bretonnes. Encore aujourd'hui, ce coin de pays n'a presque pas changé. Je dis encore aujourd'hui, car j'y retourne à présent tous les ans, hélas. Un vieux château baigne le pied de ses tours dans un grand étang triste. Triste, avec des vols d'oiseaux sauvages. Une rivière sort de là que les caboteurs peuvent remonter jusqu'à la ville. Et dans les rues étroites aux maisons antiques, les hommes portent le grand chapeau, le gilet brodé et les 4 vestes superposées. La première, grande comme la main, couvrant au plus les omoplates, et la dernière s'arrêtant juste au-dessus du fond de culotte. Les filles, grandes, belles, fraîches, ont la poitrine écrasée dans un gilet de drap qui forme cuirasse, les étreint, ne laissant même pas deviner leur gorge puissante et martyrisée, et elles sont coiffées d'une étrange façon. Sur les tempes, 2 plaques brodées en couleur encadrent le visage, serrent les cheveux qui tombent en nappe derrière la tête, puis remontent se tasser au sommet du crâne sous un singulier bonnet, tissu souvent d'or ou d'argent. La servante de notre auberge avait 18 ans au plus, des yeux tout bleus, d'un bleu pâle que perçaient les 2 petits points noirs de la pupille, et ses dents courtes, serrées, qu'elle montrait sans cesse en riant, semblaient faites pour broyer du granit. Elle ne savait pas un mot de français, ne parlant que le breton, comme la plupart de ses compatriotes. Or mon ami n'allait guère mieux, et, bien qu'aucune maladie ne se déclarât, le médecin lui défendait de partir encore, ordonnant un repos complet. Je passai donc les journées près de lui, et sans cesse la petite bonne entrait, apportant soit mon dîner, soit de la tisane. Je la lutinais un peu, ce qui semblait l'amuser, mais nous ne causions pas, naturellement, puisque nous ne nous comprenions point. Or une nuit, comme j'étais resté fort tard auprès du malade, je croisai, en regagnant ma chambre, la fillette qui rentrait dans la sienne. C'était juste en face de ma porte ouverte. Alors brusquement, sans réfléchir à ce que je faisais, plutôt par plaisanterie qu'autrement, je la saisis à pleine taille et avant qu'elle fût revenue de sa stupeur, je l'avais jetée et enfermée chez moi. Elle me regardait, effarée, affolée, épouvantée, n'osant pas crier de peur d'un scandale, d'être chassée sans doute par ses maîtres d'abord, et peut-être par son père ensuite.